Alors c'est maintenant Monsieur Éric Delmar, défenseur des enfants, qui s'adresse à nous. Et pour cela, je vais proposer à la tribune de descendre pour avoir une meilleure visibilité sur la visio. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir et grand intérêt que j'aurais souhaité être parmi vous pour ces assises nationales du CNAEMO, d'autant que le thème que vous avez choisi pour cette 41e édition, protection de l'enfance et handicap, une double vulnérabilité, reste un sujet grandement d'actualité. Le Défenseur des droits y avait d'ailleurs consacré son rapport annuel en 2015, comme vous l'avez rappelé, intitulé Handicap et protection de l'enfance, des droits pour des enfants invisibles. Lors de vos assises, je serai à l'Assemblée générale des défenseurs des enfants européens où nous évoquerons les conséquences de la crise Covid sur les enfants et notamment les enfants les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, le Défenseur des droits est une institution indépendante chargée de défendre les droits et libertés, créée en mars 2011 suite à la réforme constitutionnelle de 2008. Le premier volet de notre action, celui pour lequel œuvrent quotidiennement plus de 530 délégués sur le territoire national et 250 salariés au siège, c'est la protection des droits. C'est-à-dire que nous traitons gratuitement et de manière impartiale plus de 110 000 réclamations qui nous sont adressées sur nos 5 champs de compétences, la relation des usagers avec les services publics, la lutte contre toutes les formes de discrimination, le respect de la déontologie par les professionnels et services de sécurité, police, gendarmerie, l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Et en tant que défenseur des enfants, j'ai pour mission de veiller au respect et à la promotion des droits de l'enfant conformément à la loi et à l'engagement international ratifié par la France, à savoir la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes, parce qu'ils n'ont ni droit de vote, ni influence politique ou économique, parce que le développement sain des enfants est crucial pour l'avenir de toute société, le monde s'est donc doté en 1989 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Grâce à cette convention, au fond, est reconnu que l'enfant devient titulaire des droits de l'homme dès sa naissance. Ainsi, pour la première fois, une norme juridique de droit international reconnaît à l'enfant des droits subjectifs, c'est-à-dire des prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur, ou d'exiger d'autrui une prestation. En effet, s'il a besoin de protection et d'éducation, il est cependant capable de penser et d'exprimer un avis sur son propre intérêt. Ça veut dire que petit être humain ne veut pas dire petit droit, bien au contraire, les enfants ont des besoins spécifiques à leur âge, et l'enfant dépend éminemment des adultes qui l'entourent, c'est la raison pour laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant prévaut à tous les autres intérêts. Et bien entendu, le droit d'être entendu est celui d'exprimer librement ses opinions, c'est l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est celui qui en quelque sorte rend effectif l'ensemble des autres droits, car comment exercer ces droits lorsqu'on n'est pas écouté, entendu ou sollicité? Lorsque l'on connaît ses droits, on est plus à même de se protéger. Nous formons ainsi chaque année plus d'une centaine de jeunes ambassadeurs des droits dans le cadre de services civiques qui, pour 2021, vont à la rencontre de plus de 700 classes de collèges, de lycées, mais également auprès de services de pédiatrie, de maisons d'enfants à caractère social ou encore de foyers de la protection judiciaire de la jeunesse, pour sensibiliser les enfants aux droits. Je pourrais également évoquer le dispositif Éducadroit en ligne qui s'adresse à tous les pédagogues, parents, éducateurs, enseignants et qui propose des outils pour expliquer les droits des enfants. Alors, en tant que défenseur des enfants, je reçois environ 3000 saisines par an concernant des atteintes aux droits fondamentaux des enfants. Le premier motif de saisine concerne le champ de la protection de l'enfance, 40% des saisines. Suite à des atteintes au maintien des liens dans les mesures de protection de l'enfance, des difficultés d'accès à la santé, des difficultés d'accès à l'éducation, et on observe que ces deux difficultés d'accès à la santé et à l'éducation sont exponentielles pour les enfants de la protection de l'enfance comparés aux enfants, leur classe d'âge sur l'ensemble du territoire. Nous constatons aussi des atteintes aux droits des enfants sur leur lieu de vie, des violences, et nous constatons aussi des atteintes aux droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, de la phase de la non-mise à l'abri pendant la phase d'évaluation jusqu'à des sorties sèches de dispositifs et pendant leur parcours aussi des difficultés d'accès aux droits fondamentaux. Lors de nos enquêtes, nos investigations, nos instructions, nous découvrons alors d'autres difficultés, motifs ou atteintes aux droits qui justifient nos recommandations au département, nos rapports que nous rendons publics.
l'absence de projet pour l'enfant ou l'absence de parcours de santé, d'identification de parcours de santé dans le champ de la protection de l'enfance, difficulté de moyens, absence ou très grand turnover des référents, gestion de place au détriment de projets pour l'enfant, gestion de flux, saturation des dispositifs, organisation en silo entraînant des ruptures dans les parcours de soins, dans des parcours d'accès à l'éducation ou dans des parcours simplement d'accès à la protection des enfants qui ne savent plus dans leur rupture où ils habitent et que lorsqu'on ne sait plus où on habite, eh bien, c'est d'autant plus compliqué d'avoir accès à l'éducation ou à la santé. Heureusement, 80% de ces saisines se règlent par des médiations des services du défenseur des droits entre les services et les parents par des règlements amiables. Toutefois, dans certaines circonstances, nos instructions peuvent révéler de lourdes défaillances ou dysfonctionnements de service et donner lieu à des décisions plus formelles du défenseur des droits. Et parfois, au vu de ces situations instruites, le défenseur des droits souhaite produire un rapport plus circonstancié, fouillé, long, plutôt qu'une décision. Et ce rapport, bien entendu, sera rendu public. C'est le célèbre rapport Marina, dont le film La Maladroite retrace le calvaire. Le défenseur des droits ne peut jamais remettre en cause les décisions judiciaires ayant prononcé les mesures de protection de l'enfance. Lorsqu'il est saisi, notamment par les parents, de telles contestations, il oriente ces derniers vers les voies de recours qui leur sont ouvertes. Toutefois, nous pouvons, lors de nos instructions, mettre en évidence certaines défaillances du service public de la justice. Les autres motifs de saisine concernent l'éducation, la petite enfance, la scolarisation pour tous, les discriminations du fait d'un handicap, notamment dans le cadre d'activités périscolaires ou à la cantine. C'est également l'exemple d'enfants roms qui se voient refuser une inscription scolaire. Nous sommes saisis également concernant la justice pénale des mineurs, des dysfonctionnements institutionnels, des violences entre éducateurs et jeunes dans des centres d'éducation renforcée, des centres d'éducation fermés. Le point commun entre toutes ces situations, c'est la non-reconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et la non-prise en compte de sa parole, le non-respect de ses opinions. C'est une atteinte aux droits d'autant plus grave que l'enfant est vulnérable. Toutes les décisions du défenseur sont publiées sur le site internet, sur notre site internet de façon anonymisée. Elles sont transmises à l'Association des départements de France, aux fins de diffusion aux conseils départementaux, mais aussi nous les transmettons aux ministères concernés. Nos recommandations constituent en quelque sorte une sorte de socle de bonnes pratiques ou d'écueils à éviter. Par exemple, nous avons rendu beaucoup de recommandations relatives à l'évaluation, l'accueil et la prise en charge des mineurs accompagnés dans certains départements, des jeunes mis à hôtel avec pas ou peu de suivi éducatif alors qu'ils sont pris en charge par l'ASE et qui devraient donc bénéficier de l'accompagnement classique comme tous les enfants, des difficultés qui nous remontent sur l'absence d'informations quand on recourt, la non mise à l'abri, des évaluations rendues très rapidement. Des recommandations aussi concernant la nécessité de garantir la prise en compte de la santé des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, la santé étant souvent oubliée, considérée comme non prioritaire ou pas l'affaire de l'éducatif, alors qu'elle peut être un bon levier pour aider les parents à restaurer le lien avec leur enfant. De même, nous rappelons les objectifs du projet pour l'enfance à mise en place partout et de veiller à ce que les éléments quant au développement et au suivi médical y figurent de manière systématique et approfondie. Des recommandations sur les contenus des rapports éducatifs transmis aux magistrats qui ne sont pas toujours suffisamment étayés, circonstanciés. Nous recommandons également, suite à de grandes disparités territoriales, de rendre plus fréquentes les visites à domicile par des services de milieu ouvert, afin que l'aide soit mieux identifiée et appropriée par les familles et que les conditions de vie des enfants soient mieux évaluées. Mesdames, Messieurs, la crise sanitaire nous a montré au fond à quel point nos politiques publiques sont précieuses. On a juste à penser aux parents qui se sont trouvés bien désemparés quand les services éducatifs à la petite enfance, unités d'accueil petite enfance, crèches, ont dû fermer leurs portes, et les besoins énormes qui apparaissent désormais, ou la détresse des familles qui ont vécu l'arrêt de la scolarité pour les enfants en situation de handicap, l'interruption ou l'arrêt de l'aide éducative du soutien. Alors, dans notre rapport annuel relatif aux droits de l'enfant de 2015, handicap et protection de l'enfance, des droits pour des enfants invisibles, le défenseur des droits soulignait la situation particulière préoccupante des enfants handicapés pris en charge par les services de protection de l'enfance. Voilà ce que le défenseur des droits écrivait. Alors que ces 70 000 enfants devraient en toute logique bénéficier d'une double protection, il se trouve à l'inverse, parce qu'à l'intersection de politiques publiques distinctes,
victimes de cloisonnement institutionnel, de l'empilement des dispositifs, de la multiplicité des acteurs et des différences de culture professionnelle. Faute de coordination suffisante, les interventions simultanées conduites auprès d'eux courent le risque de se neutraliser, voire de morceler la prise en charge de ces enfants doublement vulnérables, au détriment d'une vision globale et partagée de leurs besoins. Les atteintes aux droits de l'enfant qui en résultent traduisent les enjeux d'une nécessaire réforme. Voilà ce que nous disions en 2015. Il faut bien comprendre que les droits des enfants sont indissociables et interdépendants. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence, le droit à la santé, à un développement physiologique, à la protection sociale, à l'éducation, à la justice. Cette indissociabilité, la reconnaissance de cette interdépendance, forme ce qu'on appelle la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il faut alors comprendre comme la recherche du meilleur intérêt, la recherche de son meilleur intérêt dans une situation donnée. L'effectivité de ces droits est déterminante pour le développement de l'enfant. Autrement dit, il n'y a pas d'intérêt supérieur de l'enfant si on ne met pas l'enfant dans de bonnes conditions de développement. Si on ne met pas l'enfant dans les bonnes conditions de développement. L'approche par les besoins fondamentaux, quant à elle, nécessite également ce décloisonnement des institutions, qui malheureusement organisent encore trop souvent leur restructuration sans vision globale de l'enfant, sans étude d'impact. Par exemple, il y a plusieurs années, lorsque la pédopsychiatrie s'est tournée vers davantage de soins ambulatoires et en même temps a diminué sa capacité d'hospitalisation des mineurs, quand la protection judiciaire de la jeunesse recourt toujours plus aux actions pénales et moins aux mesures d'assistance éducative, quand l'aide sociale à l'enfance privilégie l'intervention en milieu ouvert, certes nécessaire en matière de prévention, mais tout en diminuant la capacité de structure d'accueil, et quand le secteur du handicap se tourne vers davantage d'inclusion, les effets de tout cela se conjuguent et à aucun moment on n'a réalisé d'études d'impact. Ce qui conduit à des ruptures de parcours dans l'accès à l'éducation, la santé, mais aussi à la protection, qui accentuent légitimement le sentiment chez les professionnels de terrain d'un certain désengagement des institutions. Cela se rajoute à cela la crainte pour les professionnels de la protection de l'enfance du virage inclusif, souvent vécu à marche forcée. La démarche inclusive devrait enfin pouvoir en finir avec cette idée reçue que la société serait d'abord pensée pour les personnes sans handicap, dites valides, et que donc les personnes en situation de handicap relèveraient par principe de dispositifs de rééducation. C'est désormais à la société de s'adapter à la limitation des capacités d'un enfant en situation de handicap. L'environnement est inaccessible, rendons-le accessible. Une société inclusive doit donc permettre de mesurer l'impact de la promotion des droits des personnes. Or, force est de constater que lorsque la transformation de l'offre n'est pas suffisamment pensée, accompagnée, elle conduit à de la discrimination et paradoxalement à de l'exclusion, alors même qu'elle prônait une inclusion. Les pays qui l'ont réussi sont ceux qui ont déplacé, au final, les moyens du médico-social vers l'école ordinaire. Ils ont pensé à l'aménagement des locaux, aux infrastructures, à la qualification des professionnels, à la formation, à la temporalité, à l'ouverture du temps scolaire, à la capacité des professionnels à entrer dans l'école. Nous avons alors, avec la défenseure, rappelé aux parlementaires que l'inclusion en milieu scolaire ordinaire des jeunes accueillis en protection de l'enfance et porteurs de handicap s'opère sans une présence suffisante à leur côté de professionnels qualifiés, afin que ces enfants particulièrement vulnérables soient écoutés et deviennent sujets de droit à part entière. Il nous faut, me semble-t-il, nous concentrer sur une approche par les besoins fondamentaux et l'accès aux droits. Il faut ainsi adapter les réponses pour tous les enfants. Tous les besoins particuliers ne trouveront pas de réponse dans les dispositifs dits de droit commun, même aménagés, sans se doter des moyens, qualifications et compétences du champ du médico-social. Il faut aussi rappeler d'ailleurs que la Convention internationale des droits des personnes handicapées ne parle pas de désinstitutionnalisation. Elle rappelle que toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur inhérente à la personne humaine. Si l'accueil et l'accompagnement des enfants à l'école ne se fait pas avec les moyens répondant aux besoins des enfants, c'est là qu'il y a une discrimination. Des parents sont amenés à déscolariser leur enfant car appelés plusieurs fois par semaine, car l'instituteur n'en peut plus. Et quand on n'en peut plus, on n'en veut plus.
De nombreux parents nous saisissent d'ailleurs pour signaler avoir reçu de la MDPH une orientation vers un établissement spécialisé non suivi des faits. Ensuite, ces enfants ne bénéficient pas d'un parcours scolaire adapté, sont victimes de stigmatisation et ne voient pas leurs besoins pris en compte. À eux seuls, les AESH ne peuvent offrir le soutien d'une équipe formée, éducateurs spécialisés, éducateurs techniques, psychologues, professionnels paramédicaux. Les AESH s'occupent souvent de plusieurs enfants, quelques heures par semaine. Or, plus un enfant est fragile, plus il devrait se voir entouré de professionnels formés, ce que ne sont pas suffisamment les AESH, lesquels ne sont souvent d'ailleurs pas remplacés faute de politique de ressources humaines lorsqu'elles tombent malades, par exemple. Ce sujet ne concerne donc pas uniquement le champ du médico-social et de la protection de l'enfance, il faut y associer aussi les moyens de l'école pour que soient scolarisés ces enfants dans les meilleures conditions, en intégrant par exemple en son sein des équipes dédiées. Ainsi, les unités d'enseignement externalisées fonctionnent-elles très bien, il faut sans doute les multiplier et en prévoir partout en France. Au lieu de cela, on poursuit le virage inclusif à marche forcée, sans veiller à garantir des réponses adaptées aux besoins de chaque enfant, notamment les plus gravement handicapés. Et on ne tient pas compte d'ailleurs des effets certains de la crise sanitaire qui risquent de multiplier les situations de handicap social ou psychique. Alors nous regardons avec à la fois un très grand intérêt et une attention particulière la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2022, rendue publique en octobre 2019 par le ministre Adrien Taquet, dont l'un des objectifs est de créer des dispositifs d'intervention adaptés aux problématiques croisées de protection de l'enfance et de handicap, dans une perspective de développer des solutions de répit pour les parents confrontés au handicap ou à celui de leur enfant, de renforcer les cellules de recueil d'informations préoccupantes, notamment sur la base du référentiel de la Haute Autorité de Santé, avec la mise en place d'un référent handicap dans chaque CRIP, ce que d'ailleurs le défenseur des droits recommandait dès son rapport en 2015, de garantir l'accès à la scolarité et un accompagnement scolaire adapté pour les enfants en situation de handicap, de mobiliser plus largement l'ensemble des outils et dispositifs pour faire de l'accès au logement et de l'accès au droit une priorité. Cette stratégie devra s'inscrire en lien avec les différentes stratégies également en œuvre sur les territoires, telles que la stratégie nationale de soutien à la parentalité, la stratégie nationale autisme et troubles neurodéveloppementaux, ou le service public de l'école inclusive. Le défenseur des droits insiste néanmoins sur la nécessité et l'urgence à concrétiser ces objectifs. La crise Covid a sans doute retardé la mise en place de cette stratégie. Il est donc plus qu'urgent de tenter de rattraper ce retard, d'autant plus avec les nouvelles situations de précarité qui s'annoncent d'ores et déjà. Ainsi, les choses évoluent et ces enfants sont progressivement rendus visibles. Un double constat s'impose, d'une part une prise de conscience de la situation des enfants handicapés en protection de l'enfance, et d'autre part une amélioration progressive de la connaissance de ce public, notamment par le développement d'études épidémiologiques et la facilitation des remontées de données, des formations croisées, et d'ailleurs le thème de votre journée illustre cette dynamique. Néanmoins, je dois vous dire que au moment où j'enregistre cette intervention, à l'occasion de cette rentrée, nous sommes saisis de très nombreuses situations qui montrent le décalage entre les annonces gouvernementales et la concrétisation sur le terrain. Des enfants qui apprennent et qui ont passé avec leur famille un très mauvais été de ce fait, qui apprennent qu'ils vont changer d'AESH la veille de la rentrée, alors que l'accompagnement était très positif et sécurisant pour l'enfant. Vous savez bien qu'il faut du temps pour appréhender, accompagner, connaître les enfants vulnérables. Sans doute aussi que nous sommes confrontés à toujours cette approche par la discipline au sein de l'éducation nationale, alors que sans doute l'approche dans l'éducation spécialisée est d'abord organiser un contenant pour que le contenu soit favorable. Pour apprendre les maths, sans doute faut-il créer les conditions d'apprentissage de ces mathématiques. Des parents qui apprennent que leur enfant ne peut pas faire sa rentrée scolaire car l'ESH n'est, contrairement pas à ce qui était prévu, recruté, ou qu'elle a été au dernier moment déplacée sur un autre établissement. Des parents encore qui apprennent que le quota d'heures et donc le temps de présence scolaire est divisé par 2, car l'AESH va devoir s'occuper de beaucoup plus d'enfants. Et tous ces parents qui ne verront pas leur enfant
faire une rentrée scolaire, contrairement aux frères et sœurs de cet enfant. Alors, lorsque l'enfant est accueilli en protection de l'enfance, bien souvent, ses éducateurs, les assistants familiaux ne pourront pas pallier à ce manque de moyens. Le droit à la scolarisation n'est peut-être pas une scolarisation à 2 heures par semaine. Les résultats, je voudrais, pour terminer, je me rappeler, sans doute que ça vous aussi faire écho, chez vous, le résultat de cette expérimentation d'une étude de 2019, je crois, si ma mémoire est bonne, réalisée par les CREAI de Nouvelle-Aquitaine et d'Île-de-France, qui pointaient les difficultés de coopération entre le champ du handicap et la protection de l'enfance, qui évoquaient des cultures professionnelles cloisonnées, des cultures de temporalité différentes entre les institutions et une coopération coûteuse et chronophage. Alors le sujet reste également une préoccupation, bien entendu, forte pour la défenseure des droits et le défenseur des enfants, que nous avons d'ailleurs rappelé en août dernier, lors de l'examen de la France par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Nous avons pointé les discriminations, les violences éducatives ordinaires dont sont particulièrement victimes les enfants en situation de handicap accueillis en protection de l'enfance. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite de riches débats pendant ces 3 jours dans cette optique transversale et de décloisonnement. Merci à toutes et à tous. Merci.